RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Nos deux débatteurs sont en studio. Le débat du jour, Louis Dauphren. Oui, on a un petit peu le moral en berne ce matin, comme Stéphane, qui nous dit que la déchristianisation progresse. Il le dit dans une interview qui est apparue dans plusieurs quotidiens régionaux. On va s'interroger sur ce sujet. La déchristianisation progresse et il a le sentiment de vivre dans un pays en ruine. Pile au moment de la semaine missionnaire mondiale. Quand même, ça nous interroge, non ? Eh bien, on s'interroge ce matin avec nos deux débatteurs. Marie d'Armagnac, bonjour. Bonjour. Journaliste indépendante, Olivier Milzat-Cadmet, bonjour. Bonjour. Historien, merci à tous les deux d'être là pour évoquer notamment les propos de Stéphane Bern et d'autres sujets encore. Vous pouvez réagir par mail à tout moment, direct@rcf.fr, direct@radionotre-dame.com. Très bon réveil, c'est le débat du jour. Peut-être parce qu'il est le monsieur patrimoine. C'est vrai qu'avec toutes les églises qui recouvrent ce blanc manteau d'église, des églises en France donc, et qui recouvrent notre territoire, on peut se poser des questions. Elles sont souvent vides, abandonnées, et même Roselyne Bachelot dit qu'il faudra en détruire parce qu'on ne pourra pas les entretenir. Tout cela n'est pas très propice à ce sujet dont on parle ce matin, qui est celui de la mission, dont on a parlé ce matin à l'aune de la semaine missionnaire mondiale. C'est Stéphane Bern en tout cas qui s'inquiète. L'historien, spécialiste des familles royales, se dit attaché à la religion. Il déplore que les Français le soient moins. Il le dit dans une interview parue au Dauphiné Libéré et à Vaucluse Matin. Voilà, Stéphane Bern, inquiet de la déchristianisation de la France. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Marie d'Armagnac, Olivier Milzat-Cadmet. Marie. En fait, je pense que c'est quand même un peu tard comme constat. Et puis, ce que je vois, c'est qu'en fait, Stéphane Bern, qui s'occupe de patrimoine d'une façon assez efficace, j'avoue, on aurait bien aimé même qu'il soit ministre de la Culture. Ça aurait pas été pire que ce qu'on a. Mais il est dans le cœur des Français, peut-être. Oui, bon. Ce qu'il y a, c'est que, effectivement, c'est un peu tard. Et lui, il fait ce constat à partir du patrimoine. Mais c'est oublier qu'un patrimoine, ce n'est pas justement un tas de pierres ou aujourd'hui un tas de ruines. Ce sont des pierres, sans faire de mauvais jeu de mots, ce sont des pierres qui sont vivantes. Elles sont nées pour quelque chose. La France qui s'est couverte d'un blanc manteau d'église, c'est parce que la France était chrétienne. Donc c'est par le patrimoine qu'il se rend compte de la perte du religieux et surtout de la perte de la culture et encore plus de la pratique catholique en France. Mais je trouve que c'est un peu tard et c'est un moyen comme un autre d'arriver à ce constat, ça c'est sûr. Mais enfin, c'est quand même un peu tard quand on a tout fait sur le plan de la société et des lois, des manifestations et des mouvements intellectuels et pour déchristianiser, extirper du cœur de la France son héritage chrétien. On s'étonne quand même un peu tard de ce que les Français, dont on a quand même beaucoup lavé le cerveau, se désintéressent de leurs églises, de ce qu'elles signifient, parce qu'en fait, ils ne connaissent plus, ils ne savent plus, ils n'ont plus de culture religieuse. Et moi, j'ai vu la différence quand j'habitais en Italie. J'avais accompagné une sortie de classe avec des élèves français et italiens, et j'étais quand même vraiment extrêmement peinée de voir que les élèves italiens connaissaient beaucoup plus de choses, pouvaient beaucoup mieux expliquer tous les sujets religieux, bibliques, enfin toute l'histoire de l'art est quand même entremêlée de sujets religieux, avec des allusions religieuses, des explications religieuses, des motifs religieux. Et les Français en connaissaient vraiment beaucoup moins. Et j'avoue, j'avais été assez peinée. Bon. Donc l'ignorance est certainement le combat à mener sur le sujet, la lutte contre l'ignorance. Olivier Milzat-Cadmet. Alors, c'est bien que Stéphane Bern, qui est un personnage public, donne un écho à la déchristianisation, mais comme rappelait Madame, l'ancien professeur de lycée que je suis, qui est dans l'éducatif depuis maintenant 40 ans, sait parfaitement qu'il y a deux problèmes. Une déchristianisation qui est liée, je ne vais pas vous faire du Patrick Buisson pour pas cher, mais enfin quand même à une simplification, je dirais à une déspiritualisation qui a été voulue à un moment donné par Vatican II pour de bonnes raisons d'ailleurs, et qui aboutissent parfois à une désacralisation. Ça, je parle de l'opinion des catholiques. Alors français. expliquez ce point quand même sur cette antenne. Ce serait un peu polémique, je veux dire, quand on simplifie le rite, on simplifie l'âme. L'âme passe par le rite. Je suis assez conservateur là-dessus. Je veux dire, à partir du moment où dans certaines églises,
on se retrouve dans une sorte d'association de défense des droits sociaux, etc. Le rite était important. On a perdu ce sens du rite parce qu'on avait peur d'être trop traditionnaliste ou d'être trop réactionnaire. C'est pas Vatican II qui a supprimé la liturgie. Il y a beaucoup de Elle l'a simplifiée. Et bon, on va pas polémiquer là-dessus. C'est ma conviction. Là-dessus, la démonstration de Patrick Buisson est sans appel. Pour moi, je l'assume tout à fait subjectivement. Donc simplification du rite. Non, mais si je reconstitue juste le chemin, il y a des fidèles qui n'ont pas envie. Excusez-moi, mais il y a des fidèles qui ont moins envie d'aller à l'église parce que le rite est simplifié et surtout parce que le prêtre tient un discours qui est un discours qu'ils peuvent entendre aussi dans une association sociale. Voilà, bon, je ne veux pas détourner le débat. Donc, c'est pas que je ne veux pas vous répondre, mais c'est subjectif. Hein. C'est votre avis. C'est mon avis, il est subjectif et je l'assume. Et puis alors, il y a, et Madame a eu raison, le patrimoine, bien sûr. J'ajoute, Louis, que non seulement on ne rénove plus des églises, mais on les détruit aussi. On ne va pas rentrer non plus dans ce... c'est très si fréquent. vous le dites, il faut bien entrer dans le débat. On brûle des églises. On brûle des églises, soit accidentellement, soit pas accidentellement. Alors, il y a une indifférence... Alors, je dirais... C'est pas la même chose, hein. Il y a une... Oui, mais ça aboutit à la même chose. Quant à la déchristianisation, elle s'explique aussi dans l'enseignement par le fait que, de toute façon, aujourd'hui, si un type comme De Gaulle proférait que la France était un pays de religion chrétienne, de race blanche et de tradition judéo-chrétienne, il se retrouverait au tribunal correctionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et là je ne parle plus de l'opinion des catholiques, des Français, ça fait 50 ans, depuis la réforme Haby, fait 50 ans que de toute façon, dans les programmes scolaires, on n'habitue plus les élèves, à commencer par l'enseignement public. Je ne vous parle même pas de l'enseignement privé. Hein. Dans l'enseignement public, à aimer, apprécier et connaître cette culture chrétienne, parce qu'on a peur de faire de la théologie ou du faire... bon, voilà. Sans compter que, excusez-moi, on est rentré depuis 50 ans dans un pays multiculturel, c'est comme ça, et qu'aujourd'hui, la tradition chrétienne, elle est mise sur le côté quand elle n'est pas résumée, d'ailleurs, à quelque chose de réactionnaire, de conservateur, bref, de fasciste. Bien, vous savez très bien. Bon. Et on va même maintenant jusqu'à attaquer l'enseignement privé, alors ça c'est extraordinaire, enseignement privé parce qu'il est un enseignement privé. Donc si vous voulez, on assiste à une déchristianisation culturelle lente depuis une cinquantaine d'années. Je ne parle pas des catholiques eux-mêmes. Je parle, si vous voulez, moi quand j'étais adolescent, j'étais un garçon qui venait... Je l'ai dit, d'une famille plutôt de gauche, etc. On m'apprenait à l'école... Votre père était l'historien Pierre Milza. Pierre Milza, qui était un homme de gauche, un grand homme de gauche, c'est pas la question, mais nous apprenions à l'école publique ce qu'était la culture chrétienne, le poids de la culture chrétienne, l'art chrétien, la sculpture, l'architecture, ça s'apprenait. Je m'excuse, ça ne s'apprend plus. Vous l'avez appris Mais bien sûr, moi j'étais dans une école publique laïque et obligatoire, et en plus dans une banlieue rouge, la plupart de mes instituteurs étaient communistes. Mais c'était des honnêtes hommes au sens du XVIIIe siècle. Moi, quand mon instituteur laïque me parlait de Jeanne d'Arc, ça vibrait dans la classe. Alors, c'était le roman national. Plus tard, on a un peu le pour et le contre, si vous voulez. Mais voilà, à l'école, je ne parle pas de l'enseignement privé, à l'école, on nous apprenait ce qu'était... mon père, Pierre Milza, était instituteur au départ. Dans sa classe, il y avait une maquette de la Sainte-Chapelle. Et il essayait de transmettre à ses élèves la beauté architecturale de la Sainte-Chapelle, sans pour autant parler de l'ecclésiologie ou de la théologie. C'est pratiquement terminé aujourd'hui. Donc c'est terminé ou c'est impossible ? Alors, les deux ? C'est terminé parce que dans les programmes, de toute façon, on estime que d'autres cultures, tout aussi prestigieuses, sont au moins aussi importantes, n'est-ce pas ? Bon, qu'on simplifie d'ailleurs. Et puis aussi, tout simplement parce que, excusez-moi, aujourd'hui, un professeur qui, dans sa classe, insisterait sur la tradition chrétienne sera, dans une institution d'éducation nationale qui est largement acquise à la gauche culturelle, accusé d'être un conservateur. J'ai été ce jeune professeur. Et je peux vous dire que comme jeune professeur en lycée public, j'étais considéré comme un fasciste. J'ai bien dit comme un fasciste, que je n'ai jamais été, parce que j'étais quelqu'un qui, effectivement, m'intéressait avec mes élèves. L'histoire du Moyen-Âge est complètement maintenant passée sous silence. Le temps des cathédrales, mais c'est passé sous silence. Aujourd'hui, nous sommes, parlons clair, Stéphane Bern,
Moi, je trouve que c'est bien qu'ils se réveillent sur le patrimoine, mais ils se réveillent très tard. Je veux dire, c'est dans l'enseignement quelque chose qui n'est plus aussi important et que certains de nos collègues considèrent comme trop traditionnel, trop traditionnaliste. Marie d'Armagnac. Alors, je suis évidemment tout à fait, je partage ce qui vient d'être dit, mais il faut vraiment ouvrir un manuel d'histoire de classe de 5e. Enfin, Vous l'avez fait ? Oui. Ben oui, je Et l'ai fait alors parce que mes enfants n'ont pas toujours été dans des écoles privées, voilà. Et effectivement, alors on ne reconnaît pas ce qu'on a reçu nous une trentaine d'années auparavant. Enfin, franchement, on reconnaît rien. Et tout, pour revenir sur le roman national au sens très large, tous les grands épisodes, tout ce qui fait la fierté d'être français, la fierté de son histoire, avec évidemment, puisque c'est l'histoire et c'est l'histoire humaine, tous les aspects sombres et les aspects glorieux sont systématiquement occultés. On ne parle plus de Louis XIV, plus de Napoléon, je ne parle même pas de Jeanne d'Arc. Le temps des On cathédrales. n'en parle plus du tout de Louis XIV, par exemple. Très peu. Siècle des Lumières. Très peu. Peut-être que c'est De pas en toute façon, 5e, peut-être que c'est l'histoire- en 4e Oui, qu'on en non, parle. Pardon, si non, je peux me permettre Oh non, bien sûr. 30 secondes. L'histoire moderne, 16e, 17e, 18e, passe à l'as. Moi, j'ai des étudiants de prépa. J'ai besoin quand même d'avoir un arrière-plan culturel. Et je leur en veux pas. Ils ouvrent des grands yeux. Tout ce qui s'est passé avant 89, la Révolution française a été un grand moment, je ne suis pas du tout anti... mais enfin, on dirait qu'avant, c'est le crépuscule, et puis il y a la lumière robespierriste qui arrive. Donc, le Moyen-Âge passe à l'as. Les temps modernes passent à l'as. Et donc, tout l'héritage, moi je dis culturel, je dirais même pas religieux, culturel, chrétien, passe à l'as. Et qui plus est, comme disait madame, et elle a raison, les profs ne le font pas, soit parce qu'ils sont eux-mêmes acquis à l'idée que de toute façon... Si vous voulez, on va pas étudier, on n'étudie pas le christianisme au Moyen-Âge parce que le christianisme, c'est les vilaines, c'est les sorcières qui sont brûlées, c'est l'obscurantisme médiéval. On va pas étudier le temps des cathédrales parce qu'on va oublier que le temps des cathédrales, c'est une spiritualité de ça. On veut pas entendre parler de ça parce que spiritualité égale catéchisme. Catéchisme, c'est pas bien à l'école publique. Il y a d'autres catéchismes, mais bizarrement, qui sont acquis, mais voilà. Et donc, vous arrivez en secondaire, seconde, première, terminale, en ayant un très faible bagage. Au fond, je vais être dur, ce qu'on apprend aux enfants en France dans l'enseignement public et aux adolescents, c'est tout ce que la France a fait de mal. Donc forcément, l'Église va apparaître comme le mal. C'est le tribunal de l'Inquisition, c'est Torquemada, c'est l'obscurantisme religieux. Hein. Rien, voilà. Donc moi, j'ai des étudiants, je leur parle du sillon de Marc Sangnier, de cette Église sociale qui, après la loi de séparation, essaye justement d'aller plutôt vers le peuple, etc. Je leur parle du catholicisme social. Ils m'ouvrent comme ça. Ils me disent, mais c'est un oxymore. Je leur dis non. Voilà, c'est... Et Catholicisme social, un oxymore. Et pour autant, quand on lit le programme d'histoire de 5e, c'est chrétienté et islam du 6e au 13e siècle, c'est société, église et pouvoir politique dans l'Occident féodal, c'est aussi le 16e et le 17e siècle. En 4e, on étudie le 18e, le monde des Lumières, l'Europe. Il y a aussi quand même dans le programme d'histoire de 5e la transmission de ce qui s'est passé avant 1789. Oui, mais alors après, il faut savoir comment elle est faite. Voilà, c'est ça. Après, les professeurs ont quand même un peu de latence pour étudier plus ou moins, s'attarder plus sur quelque chose. Il y a aussi la dimension, je pense, réelle d'autocensure. Hein. Il faut quand même un peu ouvrir les yeux sur ce qui peut se passer à l'école. Des professeurs n'osent plus aborder certains sujets de peur de la réaction, de se faire gifler, de se faire... On va y venir, balancer une chaise dans la figure, à travers la classe, etc., avec la pression des parents à la sortie de l'école, etc. Donc ça, c'est un vrai thème. Mais effectivement, tous ces thèmes-là, s'ils sont abordés, le sont effectivement souvent sous l'angle négatif, vraiment triste, négatif pour la France, etc. Et c'est d'autant plus paradoxal que après une vague d'immigration successive depuis 40 ans, l'idée, c'était quoi alors ? De créer quelque chose de commun, un imaginaire commun, un roman national commun, vraiment un héritage commun ou pas ? Donc on aurait dû l'enseigner davantage. Mais évidemment. Attention, cet héritage commun, moi j'ai été à l'école dans les fin des années 50, début des 60, je ne suis pas tout jeune. Attention, nous avions une immigration. J'ai écrit des choses sur l'immigration, et mon père encore plus. Bon. Nous avions une immigration qui était une immigration, je suis petit-fils d'immigrés italiens, nous avions une immigration italienne, espagnole, portugaise, polonaise, juive bien sûr, mais elle n'était pas du tout incompatible, la juive justement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la nation pouvait se retrouver autour d'un roman national parce que cette immigration avait des points communs sur le plan culturel. Si vous voulez, madame parlait tout à l'heure de l'Italie. Bon, il y avait des points communs, même si on n'était pas croyant, il y avait des points
point commun. Aujourd'hui, nous accueillons, c'est pas du tout une critique, depuis, c'est un secret de polichinelle, une immigration qui est une immigration qui vient de très loin, qui a une autre culture tout à fait intéressante, une autre religiosité. Je vous assure qu'aujourd'hui, enseigner, Louis, ces choses, moi, ma compagne est professeure d'anglais dans un lycée parisien que je ne nommerai pas. Une des collègues profs d'histoire arrivait en larmes en disant « J'ai essayé de parler un petit peu de christianisme et de sa place. » Et une élève s'est levée en disant « Moi, j'écoute ce que me dit mon imam, j'écoute pas ce que vous dites vous. » Il faut savoir que dans beaucoup d'écoles aujourd'hui, il faut le dire, vous avez des élèves, c'est pas de leur faute, qui effectivement sont issus d'une immigration, je dirais, de rupture culturelle, c'est pas la faute des gosses, et qui n'ont pas envie d'entendre ça. Il y a des professeurs qui ne peuvent plus enseigner ça, et ça va vous servir sans doute Louis Dauphren de transition, ne peuvent plus enseigner ça parce qu'il y a des élèves, et c'est pas de leur faute, dont les parents estiment qu'on ne doit pas parler, alors encore moins du judaïsme. Alors, on va y venir à ces questions d'enseignement avec les questions Dominique Bernard, Samuel Paty. Mais là, on parlait de la déchristianisation et de Stéphane Bern qui nous dit qu'il a le sentiment de vivre dans un pays en ruine. Vous faites tout reposer sur les épaules de l'enseignement. Non, alors que la déchristianisation, c'est un phénomène plus large, Marie Darmagnac. Alors, non, mais absolument. Aller dans une grande librairie et le rayon enfants-jeunesse, il n'y a plus grand-chose, il n'y a plus beaucoup de maisons d'édition qui proposent ces grands livres qu'on avait quand on était petit, Le temps des cathédrales, avec des explications qui n'étaient pas négatives, qui n'étaient pas assorties du petit commentaire désobligeant mais un peu obligatoire sur la religion catholique, etc., qui n'était pas non plus de la géographie, qui disait les choses telles qu'elles étaient et qui montrait avoir de belles choses et une continuité historique. Donc il y a toute cette sphère culturelle, intellectuelle. Je ne parle pas de l'enseignement. Là, il se trouve que l'enseignement forme les adultes de demain et qui auront une culture, malheureusement, à part ceux qui ont la chance et la possibilité d'aller dans d'autres écoles, qui auront une culture complètement hémiplégique. C'est-à-dire qu'ils ne connaîtront plus vraiment leur pays. Et à ce moment-là, on en fait ce qu'on veut. Ce sont des enfants puis de jeunes adultes qui sont extrêmement manipulables. Moi, je trouve ça dramatique. Donc ça, c'est la partie éducation. Mais si vous voulez, tout est lié. En fait, le domaine culturel, l'édition, les associations, tout ce qui fait vivre une société, c'est quand même, il y a une vraie hégémonie culturelle de la gauche. Mais comment on ne peut pas dire le contraire. Et ça n'est pas qu'en France. Comment les chrétiens peuvent-ils combattre cette déchristianisation? Puisque s'il y a déchristianisation, c'est que les chrétiens sont moins nombreux. Comment faire pour que cela ne soit pas le cas dans ce cas, Marie Ça Darmagnac? va plus loin qu'une... Est-ce que ça les renvoie à leur propre responsabilité? Je pense que... je ne sais pas ça, Louis, je ne peux pas répondre. Madame peut-être répondra, mais c'est plus grave qu'une déchristianisation, c'est d'une déspiritualisation en France. On rentre dans un monde déspiritualisé. C'est le stade des auteurs plus importants que moi l'ont montré avec talent. C'est la déspiritualisation. L'indifférence de beaucoup de nos compatriotes vient du fait qu'ils ne sont plus dans la transcendance. Quel gros mot, la transcendance, si vous voulez. C'est pas lié aux catholiques eux-mêmes. Il y a une déspiritualisation de ce pays au profit, effectivement, des droits des individus. Madame parlait des livres. Et vous avez raison, Louis Sanz. Mais l'enseignement, c'est fondamental. C'est là que vous formez les citoyens de demain. Si les citoyens de demain, dans les librairies, ne trouvent que des livres qui sont systématiquement des livres multiculturels, donc qui relativisent la culture chrétienne pour la mettre à égalité avec d'autres, comment voulez-vous que ces adultes qui étaient avant enfants puissent être conscients? Vous parliez de mon père. Mon père était athée. Et mon père m'emmenait à Tournu, m'emmenait à la Chaise-Dieu, m'emmenait et j'ai appris avec lui, mon père, historien de gauche athée, à vibrer et à être... Bon, après, je suis devenu plus spirituel, je me suis un peu séparé de mon père, mais c'est lui qui m'a transmis ça. Mais il était déjà un homme d'une autre génération. Eh bien, le débat du jour continue. Continuez à réagir. direct@rcf.fr, direct@radionotre-dame.com. Olivier Mizat-Cadenet sur la liturgie. Il y a beaucoup d'auditeurs qui réagissent. On en parle après la pause. Le débat du jour continue. Vous réagissez par mail direct@rcf.fr, direct@radionotre-dame.com et ça réagit. Michel qui nous dit « Je ne peux pas entendre que la simplification de la liturgie soit à l'origine de la déchristianisation. » Ça vous est adressé, Olivier Mizat-Cadenet. « Je suis catéchiste, dit Michel, et je m'adresse à des gens déchristianisés. Je ne pense pas que le fait de refaire une liturgie entre guillemets à l'ancienne fera revenir les familles à l'église. » Je respecte parfaitement la sensibilité de cet auditeur. Je n'ai jamais Auditrice dit... Michel, femme, pardon.
auditrice. Oui, auditrice. Pardon, Michel, de cette auditrice. elle, Je m'excuse donc doublement. Je n'ai pas dit que c'était à l'origine, j'ai dit que ça pouvait être un élément, et je comprends que des catholiques peut-être plus modernistes aient un avis complètement divergent. Je n'ai pas forcément raison. J'ai le sentiment parfois que l'atténuation d'un certain mystère, l'atténuation d'une certaine, je sais pas, d'une esthétique. Mais je suis peut-être très romantique, je suis peut-être un affreux romantique, j'ai peut-être une vision, voilà, a pu participer, mais je voudrais dire à cette auditrice, a participé à la marge. Hein. Il est bien évident que ce qu'on a évoqué après est beaucoup plus important pour rendre compte, effectivement, de la déchristianisation. Et autre réaction qui fait lien avec la prière du matin, l'évangile du jour, notre génération est une génération mauvaise, comme quoi, dit cet auditeur, ça n'est pas d'aujourd'hui. Tout le monde a considéré que sa génération était une génération mauvaise. Déjà, Jésus à l'époque disait, notre génération est une génération mauvaise. On est tous les fils de Caïn, somme toute. Hein, donc, on prend notre condition telle qu'elle est avec l'idée de pouvoir s'améliorer de jour en jour. Mais en tout cas, ça appelle quand même des réflexions, je trouve. Quand vous avez parlé de déspiritualisation, Olivier, que ça va plus loin que la déchristianisation, oui, ça, c'est un élément que je trouve intéressant, qui finalement est assez peu abordé. Comment l'esprit humain peut-il, justement, quitter le domaine de l'esprit pour aller vers autre chose d'insondable qu'on n'arrive pas du tout aujourd'hui et sur lequel on n'a pas de prise, finalement. Quand on parlait de la mission tout à l'heure, c'est finalement ça. Que voulez-vous enseigner à des esprits qui ne sont plus dans l'ordre de l'esprit, Olivier Milza de Cadenet et Marie d'Armagnac. Oui. Alors, ça va peut-être vous sembler bizarre ce que je vais vous répondre. Il fut une époque, je dirais encore les années 50-70, où il y avait beaucoup de religions. Il y avait notamment ce que Raymond Aron appelait les religions séculières, qui étaient le communisme et qui était le fascisme. C'est-à-dire que ceux qui n'étaient pas dans une spiritualisation religieuse au sens propre, quelle qu'elle soit, juive, musulmane, étaient dans une religiosité politique. Même cette religiosité politique s'est effondrée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la politique est dans la contingence la plus totale. Et donc, si vous voulez, ça va bien plus loin que le christianisme. Il est bien évident que nos étudiants, nos élèves, nos jeunes vivent dans une espèce de contingence permanente. Ils ont en face de... Regardez, même dans le domaine politique, il est là l'ennemi, hein, c'est la contingence permanente. L'absence, il n'y a plus de sacralité politique. Regardez, ce que j'appellerais la sacralité. J'entendais l'autre jour, dans une émission d'une chaîne de télévision que je ne citerai pas, un extrait d'un entretien du général de Gaulle avec Michel Droit. On devait être en 1966 ou 1967 et on lui parlait de ça, justement. Et le général de Gaulle, qui avait pourtant un visage, vous savez, très hiératique, j'ai vu ses traits. Il parlait de la France comme d'une fiancée. Elle disait qu'elle était très valable et très belle. Voilà. Et il s'adressait à tous les Français. Il savait très bien qu'il s'adressait à la fois à des Français catholiques, mais les Français pouvaient entendre ça. Je parlais tout à l'heure de mon père, je ne vais pas reparler de mon père, mais même les gens qui n'étaient pas croyants, ils éprouvaient une émotion. Il y avait une âme collective. D'abord, il n'y a plus de collectif parce qu'il n'y a plus d'opinion, il n'y a plus de nation. Tout se tient pour qu'il y ait une âme collective, donc un esprit collectif. Pour que quelqu'un qui n'est pas catholique mais rentre dans une église, moi je suis à Orléans, dans la cathédrale d'Orléans, et éprouve un sentiment, je dirais, d'élévation, il faut pour ça toute une éducation. L'élévation, c'est aussi... J'en reviens là, le produit d'une éducation. Voilà ça n'est pas naturel, ça n'est pas un donné. Non. Et à ce titre, quel regard vous portez sur Notre-Dame ? Justement, dans la réouverture de Notre-Dame, donc le 7 ou le 8 décembre prochain, il y a tout un parcours qui sera proposé aux fidèles avec l'idée de justement leur montrer quelque chose de spirituel. Et le diocèse de Paris insiste sur le fait que il y aura un parcours pour les S'il faut visiteurs. un parcours, c'est que c'est plus naturel. Mais pour moi, la spiritualité passait pas Disney. C'est plus naturel. Alors, peut-être qu'il faut en passer par là. Peut-être que c'est la modernité. Voilà. Donc, c'est plus naturel. S'il faut un parcours, c'est qu'on te tient la main pour t'élever, alors qu'avant, tu rentres à Notre-Dame. Bon, même si tu es athée, je veux dire, à un moment donné, mais tu peux éprouver ça dans une très... Moi, quand je rentre dans la mosquée des Omeyyades à Damas, enfin plus maintenant, j'ai éprouvé ça, même si je ne suis pas musulman. Mais j'ai été formé pour ça. C'est une éducation familiale, les amis, les copains, la famille, l'école. À partir du moment où ce n'est plus, je dirais pas enseigné, il vous faut un parcours, il faut qu'on vous tienne la main pour vous dire là, il faut élever votre... Quand on te tient la main, c'est que c'est pas naturel. Marie d'Armagnac. Effectivement, on est dans une société qui est, à force de matérialisme, vraiment à gommer toute
toute verticalité. En fait, c'est ça qui manque. Or, c'est quand même inhérent à l'âme humaine. Donc il faut. Et puis la nature a horreur du vide. Donc c'est inhérent, remplacé. pas forcément, puisque justement, Oui, on mais peut le perdre. C'est oui, ça on qui- le perd à force de peur. matérialisme, d'horizontalité. Ce que vous. Enfin, c'est comme ça que j'ai compris ce que vous expliquiez. Et on le voit. C'est-à-dire que les élites dégringolent. On disait que les ministres avaient l'air de ministres, et puis ensuite d'avocats, et puis ensuite d'instituteurs. Et maintenant, aujourd'hui, on ne sait plus trop. Et c'est la même chose pour les députés. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une baisse générale, mais en fait, tout est lié. Une baisse générale de niveau et qui fait que rien n'est jamais ramené effectivement vers le haut. Rien n'est plus jamais vertical. Et je pense que la nature ayant horreur du vide, là, je suis un peu pas tout à fait d'accord avec vous. Il y a de nouvelles religions. Il y a la religion écologiste, je sais pas comment dire. Là, ça vraiment, c'est tous les. Il y a des codes, il y a des rites, etc. Mais si vous voulez, il y a un vide qu'il faut combler dans l'âme humaine, en fait. Et on voit aussi, c'est une espèce de forme de spiritualité. Enfin, il y a des interdits, il y a des choses qu'on peut faire, on revêt ça d'une certaine morale. Tout ce qui est propice à selon un discours convenu, après qu'on peut discuter, je ne suis pas experte, mais il y a quand même beaucoup de discussions encore sur ces thèmes d'écologie, de GIEC, de tout ce qu'on veut. Dans ce cas-là, il faut vraiment interroger des spécialistes. Mais il devrait y avoir encore un débat, une discussion. Mais il n'y en a même plus. C'est devenu un espèce de secte. Enfin, il y a un côté un peu totalitaire dans l'âme et l'esprit, en fait. Dans l'âme et l'esprit humain. Donc on n'a plus le droit de dire... L'écologie est une religio aussi, qui relie, mais horizontale. Donc, ce n'est pas en contradiction avec ce que disait madame. La religion écologique, bon, parlons clair en France, la religion écologique, c'est l'extrême gauche qui a arraisonné l'écologie pour faire passer un certain nombre d'idées révolutionnaires sous le coup de la protection de l'environnement. Mais c'est totalement horizontal, c'est pas du tout vertical. À la limite, moi, qui suis un randonneur invétéré dans les forêts, un écologiste, il regarde pas vers le haut. Il regarde s'il va pouvoir mettre un panneau pour interdire, si vous voulez, interdire ceci. Un écologiste, c'est quelqu'un... Je vais être caricatural. En France, à l'extrême gauche, c'est quelqu'un qui va abattre un arbre centenaire parce qu'il est sur une piste cyclable non genrée. Donc voilà où on en est. Ouais. Donc si vous voulez, l'arbre centenaire, c'est l'élévation. Les gens qui ont construit les cathédrales ne s'y sont pas trompés. direct@rcf.fr et direct@radionotre-dame.com pour réagir. Eh bien, continuez à réagir justement. Et puis on va passer à un sujet qui est tout à fait connexe, puisque aujourd'hui, il y a une minute de silence en hommage à ces deux professeurs, Samuel Paty et Dominique Bernard, assassinés par des islamistes radicalisés. C'est prévu dans les collèges et les lycées en France, avec l'ambition de continuer à lutter contre l'ignorance et le fanatisme. On est quand même dedans. Alors, est-ce que toutes les religions sont confondues dans cette ignorance et ce fanatisme ? Est-ce que cela doit être interprété comme cela? Comment l'interprétez-vous, cette minute de silence? Olivier Milza de Cadenet, Marie d'Armagnac. Marie. Comment dire, moi je me suis un peu renseignée sur l'hommage qui a été fait à Dominique Bernard à Arras, qui a été voulu par sa femme, organisé par sa femme, etc. Alors on peut comprendre. Donc c'était très artistique, très bon. Il y avait de la musique, la peinture d'une fresque, etc., des roses et tout. On peut évidemment comprendre qu'après une telle horreur, un tel terrorisme, une telle violence, sa femme et ses proches ont eu envie d'un peu de douceur. Ça, on peut tout à fait comprendre. En revanche, face au danger on a l'impression d'une réaction d'il y a 30 ans ou 40 ans. Enfin, face à ce qui menace aujourd'hui, une des grosses menaces quand même de la France, c'est l'islamisme. C'est un rapport de force qu'il faut instaurer. C'est pas des fleurs et des bougies. Ça marche pas. Ça vous paraît déplacé ? Venant de sa femme, je pourrais pas me permettre de dire une chose pareille, si vous voulez. Simplement, je pense que la réponse, on ne se situe pas sur le même plan. En face, il y a des gens qui sont extrêmement violents et qui sont des conquérants. C'est un rapport de force qui s'est instauré. On le voit. Parlez-en à n'importe quel gendarme, flic, antiterroriste, etc. Enfin, on parle quand même d'autre chose. Donc là, j'avoue que c'était un peu... Et les enseignants sont en première ligne. Moi, ce genre de manifestation quand même très, avec plein de violons, me gêne beaucoup parce que et m'inquiète parce qu'en fait la réponse n'est pas du tout à la hauteur du défi. Olivier Milza de Cadenet. Moi, je m'incline tout à fait sur le choix qu'a fait la veuve de Dominique Bernard. Mais vous, Louis, vous avez dit un mot oui. Qui n'a même pas été prononcé. J'ai regardé pratiquement toute la cérémonie. Vous avez parlé d'un professeur assassiné par un islamiste radicalisé. Pas un mot pendant cette cérémonie. On parlait de terrorisme.
et de fanatisme. Et on De revient au barbarie. sujet précédent. C'est-à-dire que finalement, les religions, c'est totalitaire, les religions, c'est mauvais. Voilà. On a eu des musiques. C'est source de violence. On a eu des musiques. Bon, moi, je m'incline. Hein, cette veuve fait ce qu'elle souhaitait pour... Mais bien sûr. C'était une cérémonie de gauche dans une ville de gauche, avec un logiciel que ces gens ne changeront jamais. Ils ne veulent pas désigner l'ennemi. Quand tu ne désignes pas l'ennemi, tu es déjà dans la soumission à l'ennemi. Il faut désigner l'ennemi. C'est dur à dire. Hein. Nous avons Mais aujourd'hui... est-ce que l'ennemi n'est pas connu de tous, des pouvoirs publics comme de l'opinion? Le pouvoir public qui le désigne parfois. Si vous voulez, cette cérémonie était classique des cérémonies mémorielles. Je vous dis, je suis gêné pour en parler parce que j'imagine pas ce qu'a dû vivre cette femme et sa famille. Mais c'était le type même... Si on continue à appliquer ce logiciel, il y a un grand avenir pour le terroriste islamiste. Parce que vous voyez, ça, c'est pas se réarmer. Se réarmer, c'est désigner. Se réarmer, c'est désigner quel est votre ennemi. Je ne vais pas vous faire du Carl Schmitt pour pas cher, mais c'est à peu près ça. Si on ne le fait pas, ça continuera d'autres professeurs. Alors, j'ajouterais quand même, on ne change pas de sujet, le problème en France, c'est que vous avez aussi beaucoup, je parle de l'enseignement public, vous avez beaucoup de professeurs qui, de toute façon, ont cette même culture. C'est-à-dire qu'à la limite, vous avez vu ce qui s'est passé avec cette jeune fille qui n'a pas voulu ôter son voile dans l'espace scolaire et qui a roué de coups sa prof, et on s'est rendu compte À Tourcoing. à Tourcoing, et on s'est rendu compte, c'est triste à dire, qu'un certain nombre de professeurs et d'élèves ont pris le parti de la jeune fille, parce qu'il y a aussi une gauche culturelle qui, effectivement, ne veut pas désigner les choses. Or que je sache, il n'y a pas de tueurs catholiques égorgeurs, il n'y a pas de tueurs catholiques juifs ou bouddhistes. Les musulmans de France, il ne s'agit pas de ça. Il y a bien un terrorisme islamiste et un entrisme islamiste, à commencer d'ailleurs par les frères musulmans, notamment à l'IEP de Paris, c'est absolument évident. Il faut s'y opposer. Et il faut s'y opposer en désignant les choses, tout en faisant attention de ne pas, évidemment, stigmatiser toute une communauté. Et c'est bien évident. Hein. Bon. Donc cette cérémonie m'a laissé... Oui, une impression triste, mais triste d'abord parce que c'était triste, et puis parce que c'était, je reconnaissais la gesticulation habituelle. On noie le poisson. Lutter contre l'ignorance et le fanatisme, ça ne suffit pas, comme élément de langage. Non, parce que là, aujourd'hui, ils sont incarnés. Si on ne nomme, effectivement, si on nomme pas les choses sont incarnées. On peut dire qu'on lutte contre la barbarie, contre le terrorisme, qui ne sont que des moyens pour arriver à une fin. On ne nomme jamais la fin, qui est, honnêtement, de la part des islamistes, la conquête de l'Occident, la soumission de l'Occident. Donc en fait, ça va pas. Enfin non, il faut dire les choses effectivement. Et si effectivement on ne les dit pas, on commence pas par s'accorder sur l'objectif et définir l'ennemi, on ne peut pas lutter. On ne peut pas lutter. Et d'ailleurs, nos adversaires, ils comptent bien, c'est leur stratégie, ils sont très intelligents. D'ailleurs, il faut... oui, il faut pas... Sun Tzu, le grand stratège chinois, disait « respecte et connais ton ennemi ». C'est-à-dire qu'ils sont très intelligents, ils savent que dès qu'on va désigner un islamiste radical, ils vont dire « Ah !» L'antiracisme militant va vous dire « Ah !» C'est du racisme. Ce truc incroyable, j'entendais la maire de Paris l'autre jour traiter de raciste les affiches qui avaient été placées sur les murs de Paris pour la mort de la jeune Philippine, où il y avait marqué un fait. Philippine assassinée par un OQTF. C'est un fait. Mais ça, il ne faut pas le dire, parce que ça, c'est raciste. À partir de ce moment-là, on rentre dans ce que... Non, mais ça a l'air de dire que c'est le statut de QTF qui explique le meurtre, ce qui n'est pas forcément le cas. C'est la culture de l'OQTF qui explique le meurtre et sa sauvagerie à un moment donné. La sauvagerie de l'âme humaine, c'est pas du tout etc. raciste. Non, c'est un fait. Si tu dis que ça, c'est raciste, ça veut dire que tu n'as pas le droit de dire qu'il y a un problème d'OQTF, donc tu es pour l'état de droit... Le Figaro donne la parole à Gauchet, là, qui explique ça très, très bien, hein, vraiment très, très, très bien avec son talent habituel. À partir de ce moment-là, on ne dira pas que c'est un OQTF, parce que ce sera stigmatisant pour lui, éventuellement. Et à partir de ce moment-là, on passera en plus la victime. Et puis, de toute façon, pour la gauche, hein, je vais être un peu dur, mais là, j'en ai gros sur la patate quand même, avec la mort de la jeune Philippine. De toute façon, c'est une cato de Versailles, blanche, c'est pas très grave, et toute la féminosphère a laissé tomber. Allez, direct@rcf.fr ou direct@radionotre-dame.com. Continuez à réagir. Louis Dauphren. On va parler à présent de ce qui se passe au Proche-Orient. Les gouvernements
ce qu'il en reste pour le gouvernement libanais qui se retrouve face à une situation extrêmement délicate, le Hezbollah ayant menacé Israël d'autres attaques en cas de poursuite de son offensive au Liban, après une frappe de drone visant une position militaire au sud de Haïfa qui a tué 4 soldats israéliens et blessé plus de 60 personnes. C'est aussi bien sûr la FINUL qui se retrouve dans une situation extrêmement délicate. La force de l'ONU, aujourd'hui, est entre le marteau et l'enclume. Alors est-ce qu'il y a, non pas une esquisse de solution, mais déjà une tentative pour savoir est-ce qu'on doit raisonner, qui doit-on raisonner dans cette histoire, les deux parties? D'un côté le Hezbollah et de l'autre Israël. Est-ce que vous les mettez à parité, Marie d'Armagnac? À parité, non, je ne sais pas. Mais en fait, pour savoir à quoi sert la FINUL, en fait, c'était une force d'interposition qui est censée, donc qui est au sud Liban, à la frontière israélo-libanaise, censée assurer le maintien de la paix. Enfin, je veux dire, et on voit, en fait, je trouve que cette attaque de la FINUL par 2 chars israéliens qui sont entrés de force dans le camp, c'est un peu une métaphore d'un nouvel ordre mondial qui on voit, si vous voulez, l'inefficacité de l'ONU, en fait, à pouvoir régler les choses. Les choses sont là, pour le coup, dans de vrais rapports de force. Après, j'avoue que je ne sais pas. Ce qu'on voit, c'est que les choses ne sont pas aussi binaires et qu'on veut bien les présenter parce que ça arrange tout le monde. C'est-à-dire d'un côté, Netanyahou qui aurait carte blanche pour réagir à cause de ce qui s'est passé le 7 octobre. Et en face, l'extrême gauche qui mondiale. Alors pour le coup, mondiale, c'est partout. Qui reprend comment dire, la problématique de Gaza à son compte pour... Enfin, c'est une espèce de truc. C'est une nouvelle... c'est la nouvelle grande cause. C'est le nouveau... Bon. Donc en fait, j'avoue que je vois pas trop... comment régler en partant de la FINUL, à quoi ils servent en fait. Je sais, ils ont dit qu'il fallait vraiment, bon, mais ça tout le monde le sait, ils voyaient un risque d'embrasement généralisé, ils sont effectivement sur place, mais je vois pas à quoi ils servent en fait. Ils sont complètement dépassés. La mission, ça marche pas en fait. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas. Olivier Mezzale Cadenet. Je vais être obligé d'être un peu historien. Je vais essayer de ne pas être trop long. 2005, donc restitution de la bande de Gaza à Israël. On pourrait s'attendre à ce que la bande de Gaza se développe une économie. Et en fait, immédiatement, 2006, le Hezbollah devient majoritaire à Gaza. Et à ce moment-là, Gaza devient... Le Hamas, vous voulez dire? Oui, le Hamas devient majoritaire à Gaza. Et Gaza devient une simple rampe de lancement contre Israël, avec une stratégie géniale. En gros, les Israéliens, c'est embêtant pour le Hamas parce qu'il y a évidemment la Shoah, il y a tout ça. Comment faire tomber Israël de la Shoah? Eh bien, en nazifiant Israël. Comment nazifier Israël? Eh bien, systématiquement, et entre 2006 et 2024, ça a été la stratégie du Hamas et du Hezbollah, en installant les soldats, en installant les bases militaires sous des marchés, sous des écoles, sous des lieux publics, de façon à obliger effectivement Israël à répliquer et parfois à avoir des dégâts collatéraux tout à fait importants et qui sont dramatiques. Un enfant de Gaza vaut un enfant israélien, bien entendu. C'est une stratégie et on sait aujourd'hui que l'attaque du 7 octobre 2023 a été planifiée vraisemblablement entre Hezbollah, Hamas et Iran et c'est une excellente stratégie. Ce qui fait qu'aujourd'hui l'opinion publique s'est complètement retournée, cette stratégie a marché. Israël, c'est des fascistes, Israël, c'est des nazis, ils font la même chose. Alors au sud Liban, région que je connais bien, au sud Liban, le problème c'est que la FINUL se trouve vraisemblablement, alors, moi j'en sais pas plus que vous, Louis, mais se trouve dans des régions à dominante chiite Hezbollah. Donc forcément, pour les Israéliens qui vont essayer de faire une zone démilitarisée pour se protéger contre le Hezbollah, il va y avoir des bavures. Je suppose que ce qui s'est passé, c'est que les gars du Hezbollah ont fait exactement comme les gars du Hamas. Ils se sont installés près de la FINUL, de façon à ce que les Israéliens, à un moment donné, essayent d'aller déloger, puisque le but de guerre de Netanyahou, c'est d'en finir avec le Hamas au sud et au Hezbollah au nord. Et là, effectivement, des garçons de la FINUL et c'est regrettable. Mais c'est une stratégie. En tout cas, moi, c'est ma position et j'en démordrai de toute façon pas. Hein. Bon, voilà. Voilà mon interprétation. J'en sais pas plus que vous sur cet incident, mais cette stratégie du Hezbollah au sud Liban comme du Hamas est toujours la même. Hein. Au fond, s'il y a des gens qui génocident leur peuple, c'est le Hezbollah et c'est le Hamas. C'est-à-dire que pour eux, leur peuple est une variable d'ajustement. Plus il y aura de Palestiniens tués, et puis la stratégie, et ça marche en France, ça marche dans le monde entier. Mais pourquoi ça marche? Parce qu'il suffit de le dire pour le savoir. Donc, normalement, on ne devrait pas avoir un jugement aussi catégorique, aussi partial. Si on sait
que les mouvements terroristes, le but de mouvements terroristes, c'est de sacrifier leur population pour essayer justement de remporter la bataille de l'opinion et se victimiser. Mais non, Louis, parce que vous oubliez que pour la gauche internationale, notamment française, l'agresseur dès le départ, c'est Israël, qui est un État colonisateur, blanc, etc. etc. Tout ça marche très bien. Et ce qui m'embête un petit peu en France, c'est que finalement, ça réactive un antisémitisme d'extrême gauche et, parlons clair, un antisémitisme arabo-musulman qui est fréquent. D'ailleurs, moi j'ai des amis musulmans qui conviennent d'ailleurs qu'ils ont été élevés au minimum dans une méfiance à l'égard des juifs, mais ça réveille l'antisémitisme tout court. C'est-à-dire que l'extrême gauche joue sur du velours. Aujourd'hui, si vous voulez, il est acquis que Israël n'aurait jamais dû être là, que Israël est un État qui viole le droit, etc., etc. Et ça marche très bien. Ce qui ne veut pas dire que Benjamin Netanyahou ait raison sur tout. Voilà ce que je voulais vous poser comme question, parce que je suis beaucoup moins au fait des choses que vous. Mais est-ce que Netanyahou est la personne la plus idoine pour régler la situation? Alors j'ai réfléchi énormément à cette question, parce que je ne suis pas un inconditionnel de Netanyahou. J'y ai réfléchi beaucoup. Et en même temps, je me dis, de toute façon, soyons clairs, que veut l'Iran, qui est la maison mère, qui donne les ordres. On sait aujourd'hui, on commence à savoir que c'est sans doute l'Iran qui a fomenté 5 ans avant les événements du 7 octobre, qui sont géniales. Le 7 octobre, c'est atroce et génial. Attirer les Israéliens pour les forcer à génocider, entre guillemets, des Palestiniens. Bon. Non, Netanyahou, je pense que, quelque part, avec des moyens parfois un peu brutaux, il sait très bien que son pays joue sa survie. Mais ça, c'est mon idée. Israël joue sa survie aujourd'hui. Et donc, forcément, il est contraint à un bond en avant. Je ne sais plus quel auteur disait l'autre jour, au fond, on n'aime pas Netanyahou en France parce qu'il est tout ce qu'on voudrait qu'on soit. C'est un chef d'État qui protège son peuple, sa nation, et qui est prêt à aller jusqu'au bout pour défendre ce peuple et sa nation. C'est quelque chose que nous avons complètement oublié, ce qui fait que tous nos sujets se retrouvent finalement. Donc il est brutal, il est un peu radical, mais y a-t-il une solution? Quand j'entends des gens me dire qu'il faudrait un cessez-le-feu, mais vous faites un cessez-le-feu avec une organisation terroriste? La France, dans les années 80, a fait un cessez-le-feu avec Action Directe. C'est pas pareil, là, il y a des dizaines, des centaines de civils qui meurent. Mais, cher monsieur, c'est la guerre. Vous avez déjà été dans un état de guerre? Moi, oui. La guerre, c'est la guerre. Si vous voulez, à la limite, mais à ce moment-là... Non, mais si on est logique, attendez, si on est logique, il faut attenter à un procès mémoriel à l'encontre de Winston Churchill, de Franklin Delano Roosevelt, pour avoir bombardé systématiquement les villes allemandes entre fin 43 et 45, tuant des centaines de milliers d'enfants. Vous connaissez Dresde? Bon, pourquoi on a fait ça? La mort dans l'âme. Parce que Hitler ne se rendait pas. La guerre, ça fait des victimes civiles. Et je n'accepte pas, alors là je suis radical, non. Les morts palestiniens, je les déplore comme vous. Un enfant palestinien, je déplore vous. Mais les morts palestiniens, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que ce sont des gosses qui, effectivement, manipulés d'ailleurs par leurs parents, meurent des effets collatéraux de la guerre, alors que le 7 octobre est un pogrom génocidaire où on tue des juifs parce qu'ils sont juifs. C'est mon avis. Mais il n'y a pas de solution qui nous amènerait à esquisser l'idée d'une paix parce que la guerre n'apporte jamais la paix, au bout du compte. La guerre ne fait qu'enclencher le mécanisme de la guerre et qui reproduit la guerre. Et donc, quelle serait l'option qui nous permettrait d'envisager de sortir de cette spirale? Marie d'Armagnac, est-ce que même les chrétiens ont des choses à dire sur le sujet? Parce que les chrétiens semblent avoir une position assez médiane quand même dans cette histoire de modération. Il faut aussi rappeler, par exemple, le Liban est un peu sacrifié dans l'histoire. Le Liban. En fait, il l'est totalement. Et la guerre se déplace. Voilà, c'est ça. L'absence du gouvernement et puis l'influence effectivement du Hezbollah, mais c'est un autre peuple qui va en payer le prix. En fait, c'est dramatique. L'état du Liban était déjà dramatique avant. C'était vraiment au bord du gouffre. Là, qu'est-ce qui va? Enfin, moi, je vois pas quelle est la solution. Mais je suis pas sûre que ce soit Netanyahou qui soit la meilleure personne. Il y a une contestation en Israël sur sa façon de faire. J'en sais rien. Je ne sais pas. Je connais pas. Mais je suis comme vous. Je suis dans le doute. Il faut le dire. Même au micro, on est dans le doute. J'en suis pas sûr. Et en même temps, comme dirait M. Macron, et en même temps, quelque part... Alors, je crois que la solution viendra peut-être, comme vous le suggériez, Louis Dauphren, viendra sûrement d'un processus à un moment des paix, mais qui nécessitera l'affaiblissement de la maison mère. C'est-à-dire que tant que la maison mère iranienne, qui est la productrice de ce terrorisme, ne sera pas, sinon affaiblie, du moins contenue, il ne pourra pas y avoir de processus de paix.
Et de toute façon, que vous le vouliez ou non, et là, je n'ai pas la solution, imaginons qu'il y ait un processus de paix. Imaginons-le. Il y a un processus de paix demain. Ça veut dire que le Hamas est intact et continuera ses attaques contre Israël. Ce dont l'extrême gauche française se fiche parce qu'elle considère que c'est les Israéliens qui sont des génocidaires. Et le Hezbollah continuera. Donc c'est vrai que moi je ne suis pas pour la guerre. Attendez, qui serait pour la guerre? Mais à un moment donné, bon... La question c'est de savoir qui peut-on associer à la paix. Il y a eu beaucoup de réactions par mail pendant cette émission. L'un de vos débatteurs dit qu'il n'y a plus d'âme collective. L'incendie de la cathédrale de Paris indique le contraire, dit Joseph. Et encore Jean-Luc qui nous dit une question simple. Pourquoi ne pas parler de 2 États terroristes en parlant du Hamas et du gouvernement israélien? On pourrait faire un débat entier là-dessus. Et Joseph qui nous dit encore, depuis que le voile a été interdit à l'école, il s'est de plus en plus affiché dans la rue. La laïcité à la française se ridiculise. Les religions sont toujours plus fortes que nos lois laïcistes et anti-religieuses. C'est un auditeur qui le dit. Eh bien, on en fera sans doute d'autres débats. Merci Marie d'Armagnac, journaliste indépendante, Olivier Musat-Cadnet, historien, d'avoir été ce matin-là pour le débat du jour. Merci beaucoup Louis Dauphren. Merci.